Et bonjour à tous, c'est l'éveil des anciens et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois sur l'univers de Warhammer Age of Sigmar. Mais rapidement, avant de commencer cette vidéo, on va parler des prochains univers qu'on va également aborder. C'est-à-dire qu'on va toujours faire du Warhammer Fantasy Battle et Age of Sigmar, mais on va voir également celui de Warhammer 40 000, on va voir les univers ensemble de Games of Thrones, The Witcher, mais aussi par exemple comme celui de Vampire, l'Âge des Ténèbres et Vampire, la Mascarade, les univers de Skyrim, du Seigneur des Anneaux ou d'autres époques de l'univers de Tolkien, ou encore l'univers de Skyrim, je sais plus si je l'ai dit, et celui de Diablo. Voilà donc pour les choses qui nous attendent. Donc en ce sens, dans l'onglet communauté de la chaîne, vous avez un sondage qui est ouvert, et vous pouvez aller voter pour le prochain univers dont on va parler, et ensuite je déciderai du sujet abordé. Voilà. Je referme la parenthèse, et maintenant on va aborder tout de suite la vidéo, le sujet qui nous concerne, les sous-mondes donc d'Alost et de Nordyri dans le monde de Warhammer Age of Sigmar. Donc ce sont des lieux teintés de mystère, et on va parler d'un sous-monde en particulier, c'est celui de Shyish. Alors le sous-monde de Shyish fut autrefois un lieu magnifique, paradisiaque même, mais on va voir que depuis l'avènement de Nagash, encore lui, eh bien les choses ont pas mal changé, elles sont devenues bien différentes. À cette transformation, pour ne pas arranger les choses, eh bien s'ajoute la présence du chaos dans les sous-mondes de Shyish, et le chaos, comme c'est dans sa nature, tout simplement, va ravager les terres de ce sous-monde, et essayer de le faire basculer dans la damnation éternelle et la dévotion éternelle au chaos. Donc on va voir ensemble deux endroits du sous-monde de Shyish, c'est-à-dire Alost et la Nordyri, puisque c'est le titre de la vidéo. Alors Alost, c'est la terre des héros défunts. Ils sont morts courageusement dans le monde physique, obéissant à des chefs, et le Nordyri était autrefois un lieu verdoyant, donc pareil, un lieu où de fiers guerriers également qui placent l'honneur au-dessus de toute chose y avaient établi domicile, mais on va voir que maintenant ce lieu est saturé d'énergie noire, et pourtant, il y a un destin commun entre ces deux peuples guerriers, un qui accepte les chefs, l'autre qui ne veut plus de chefs mais qui en avait de son vivant, mais un destin commun va lier ces deux endroits. Et nous allons commencer avec le chapitre 1, Alost. Alors on trouve Alost dans les terres intérieures de Shyish, qui s'étendent de la Lance des âmes jusqu'au Cap des Ghouls. La terre d'Alost entoure de vastes chaînes de montagnes et de forêts qui restent à l'état sauvage. Donc c'est un lieu où des âmes héroïques arrivent après leur mort. De leur vivant, elles se sont battues pour défendre de nobles causes, par exemple en prenant le parti de peuples opprimés, soit contre des tyrans, soit contre des monstres sanguinaires. On trouve également à Alost de puissants esprits guerriers provenant du royaume de Ghur, qui est le royaume des bêtes. Alors ces êtres moururent donc en affrontant les sbires des dieux animaux, des hordes de peaux vertes ou encore des créatures et des tribus mutantes. Et de leur vivant, on apprend que la tribu de ces guerriers avait déjà l'ultime conviction que s'ils combattaient bravement et mouraient au combat, eh bien ils seraient récompensés dans la mort. Alors conviction qui se transforme finalement en certitude, puisque leurs âmes arrivèrent dans les terres d'Alost, lieu des braves âmes tombées au combat. Et si une de ces âmes héroïques meurt dans le sous-monde de Shyish, dont Alost fait partie, eh bien elles renaîtront de leurs cendres, un peu comme le phénix, pour reprendre dès l'aube suivante une éternité de lutte et de bataille sans fin. Quoi de mieux pour ces guerriers et ces guerrières? Alors on va voir que pendant l'âge des mythes, Alost ressemble beaucoup à la tradition nordique, un peu comme le Valhalla, c'est-à-dire donc là où les fiers guerriers vont après leur mort, voilà. Et pourquoi? Tout simplement, il y a de grosses similitudes, car premièrement, c'est un lieu Alost de rassemblement, et on trouve le hall des festins. Donc dans ce hall, on apprend qu'ils font des festins, d'où le nom, et avant de prendre de nouveau les armes contre les sombres créatures qui hantent les terres de Shyish. Alors ce sont ces faits qui vont amener Sigmar à s'intéresser à Alost. Sigmar, voyant toutes ces âmes héroïques, va tenter de les fédérer à sa cause, tenter d'amener l'ordre et la civilisation dans les terres intérieures de Shyish. Mais avant d'en arriver là, on va voir que les choses ne sont pas si simples. Premièrement, Sigmar doit se faire accepter. Les nobles d'Alost se moquent de l'arrivée de Sigmar en Shyish. Alost étant normalement réservé aux morts,
le fait que des âmes vivantes aient pu y pénétrer ne leur plaise pas du tout. Les âmes vivantes ont d'ailleurs normalement l'interdiction de pénétrer à Alost, elles ne le peuvent tout simplement pas. Donc les craintes des nobles d'Alost viennent principalement d'une interrogation qu'ils ont à propos de Sigmar. Tout simplement, ils reconnaissent de suite en Sigmar un grand guerrier, un être héroïque et accompli, mais ils craignent que celui-ci vienne sur leur terre tout simplement en conquérant, et non pas pour les aider. Ils vont donc devoir tirer cette histoire au clair. Donc pour éclaircir ce doute, une rencontre va être alors organisée entre Sigmar et les 144 chefs d'Alost. Cette rencontre, elle va avoir lieu dans la grande hutte des vainqueurs, et les 144 chefs vont alors défier Sigmar afin qu'il prouve sa puissance et sa valeur. Car s'il y a un fait que les guerriers reconnaissent bien et respectent, c'est le fait d'affronter son ennemi pour le connaître. Alors le combat entre Sigmar et les 144 chefs, vont être organisés le temps d'une journée seulement, parce que c'est le temps que va mettre Sigmar à triompher des 144 chefs. Donc c'est pour vous dire la puissance du bonhomme, qu'on connaît bien d'ailleurs. Alors ils renaîtront le matin suivant, et donc comme c'est la loi cosmique à Alost. Et donc à partir de ce moment-là, ils vont reconnaître Sigmar, effectivement, comme un dieu guerrier, mais comme un dieu guerrier juste, qui ne vient pas en conquérant. Donc les chefs vont festoyer avec lui, et Sigmar va demander à ce moment-là aux 144 chefs que les vivants, en s'étant troublés, puissent résider au sein d'Alost. Alors une écrasante majorité n'y voyait désormais plus d'inconvénients à partir du moment où leur quotidien dans le sous-monde pour les morts d'Alost pouvait continuer normalement. Sur les 144 chefs tout de même, seulement 12 émirent un refus à la demande de Sigmar, prétextant que les vivants n'avaient rien à y faire, qu'ils n'avaient pas leur place ici, mais comme la majorité avait voté positivement, ils n'eurent pas d'autre choix que d'accepter. Cependant, certains vont refuser quand même sur leur terre les vivants, et évidemment il n'y aura pas de problème avec ça. Donc, ensuite, avec la permission des chefs restants, les 122 qui ont répondu positivement, donc les autres chefs qui ont répondu positivement à la demande de Sigmar, on va observer les premiers colons vivants qui vont arriver sur la terre d'Alost. Et grâce à cette alliance, de grandes cités vont être construites, et des empires même qui vont être fondés. Donc c'est une période très prospère, les morts avec l'aide de Sigmar vont arriver à repousser aux frontières de leur territoire les créatures qui les menaçaient. C'est une période de paix quand même relative, mais qui s'installe entre les morts et les vivants du sous-monde de Shyish. Alors cette paix se caractérise aussi de la manière suivante. Par exemple, les vivants rendaient hommage à leurs ancêtres morts en leur érigeant des statues et des mémoriaux pour que tous se rappellent la bravoure dont ils avaient fait preuve de leur vivant. Et comme dans la mort d'ailleurs, puisqu'ils continuent à combattre. Et les morts partagèrent leur savoir et leur sagesse avec les vivants. Donc il en fut ainsi pendant plusieurs générations, et on trouve d'ailleurs à Vanaheim, donc qui est une des plus grandes cités de tout Alost, le Kerasa, qui est un grand temple bâti en l'honneur de Sigmar dans le sous-monde de Shyish. Mais il y a aussi une raison secrète qui fait que Sigmar n'a pas choisi dans tout le sous-monde Alost par hasard. Et il l'a fait pour certaines raisons. Et des raisons en plus qui sont importantes, puisqu'il s'agit de trésors de la tempête. Alors il n'est pas question d'or ou de pierres précieuses, mais bien de reliques ensorcelées. Et la terre d'Alost compte de nombreux artefacts de la mort. Ces artefacts sont si dangereux et si destructeurs qu'ils sont liés au sous-monde de Shyish par des malédictions ou entre les mains de terribles morts-vivants qui défendent le trésor. Alors Sigmar va donc construire des cryptes de l'orage sur l'ensemble du continent pour mettre à l'abri les dangereux artefacts, afin d'éviter qu'ils ne tombent tout simplement dans de mauvaises mains. Puisqu'on rappelle, il y a d'un côté dans le sous-monde Nagash, et puis il y a aussi les forces du chaos. Alors pour garder ces cryptes de l'orage, les héros spectraux d'Alost vont jurer de défendre les lieux. Et pour diminuer les chances de l'ennemi de trouver les cryptes, elles seront dissimulées par la magie des machines pénombrales.
Hélas, malheureusement, le nécroséisme causé par Nagash a arrêté ses machines et les cryptes de l'orage qui auraient dû rester cachées ont été découvertes par des forces maléfiques. Et de forces maléfiques, il y en a une qui va causer de gros dégâts dans le sous-monde d'Alost et du Nordiri, et il s'agit de la venue du chaos. Mais avant de parler de ce que le chaos souhaite faire à Alost, on va parler très brièvement de l'ensemble des royaumes mortels, voir pourquoi est-ce qu'ils ont dû aller dans des sous-mondes. Car si les vivants sont contraints à fuir la surface et à se réfugier dans les mondes de Shaish, c'est à cause du chaos. Comme à son habitude, le chaos murmure sournoisement à l'oreille de tous les êtres afin de les pervertir. Et donc cet appel, des charlatans comme des politiques y ont répondu et se sont transformés en porte-parole emplis de haine, tentant de convertir d'autres individus au chaos. Et dans un second temps, ils célèbrent des rituels mortifères et des sacrifices pour étendre l'influence démoniaque dans les royaumes mortels. Donc ce qui aura pour but, au final, ce sont des nations entières qui vont succomber à cet appel infernal, et tout ceci n'aura pour résultat que l'attaque de nations voisines entre elles. Donc durant cette période, génocide et cités rasées vont de pair. Les légions démoniaques vont alors sortir du néant, et nous sommes désormais dans le début de ce qu'on appelle l'âge du chaos, là où le chaos va être le plus fort, là où il va remporter le plus de batailles. Alors que, rappelons-le, normalement, le chaos ne peut pas accéder à ce plan d'existence, mais par le biais, comme on l'a vu, de certaines magies du sang, de certains sacrifices et autres procédés, elle peut venir dans ces royaumes mortels. Donc l'âge du chaos est une longue période historique que l'on retrouve dans tous les Battle Tomes, qui commencent souvent, toujours, je n'ai pas tous les Battle Tomes, mais souvent par l'âge des mythes, l'âge du chaos, et enfin l'âge de Sigmar. Alors on rappelle brièvement le nom des 4 dieux du chaos. Premièrement, on a Khorne, qui est le dieu du sang, avide de sang, donc le dieu du meurtre, qui est avide de sang et de massacre. On a Nurgle, qui est le grand corrupteur, seigneur de la pestilence et de toutes les maladies putrides. On a Slaanesh, qui est le prince du plaisir et de la souffrance, et par extension logique, il est pour aussi le coup le seigneur de la tentation. Et Tsench, qui est le maître du changement, l'architecte du destin, ou encore appelé le maître de la magie. Et maintenant, faisons un retour dans le sous-monde d'Alost. En règle générale, les différents dieux du chaos ne s'entendent pas du tout. Ils ne veulent pas partager entre eux le pouvoir, mais le fait que chacun d'eux souhaite s'emparer d'Alost, bien une attaque combinée dévastatrice va avoir lieu. Khorne va se charger d'attaquer directement Alost. Nurgle effectue une attaque maritime avec ses flottes de la peste dans les mers nécrotiques et assiège Athanasia, les principautés d'Améthyste, Ossia et Styx. Tsench, quant à lui, va envoyer ses cabales à l'assaut du sous-monde de Biblia et va dévorer les habitants spectraux qui sont imprégnés de connaissances. Slaanesh va envoyer ses troupes infliger tourments et sévices dans les terres primordiales, faisant là aussi nombre de morts. Lors de cet événement, des cultes de sang reliés au dieu du chaos Khorne vont apparaître dans de nombreuses villes, ce qui va donner la situation que l'on connaît bien, car maintes fois répétée dans l'univers de Warhammer, et l'univers de Warhammer Age of Sigmar ne fait pas exception. Les guerriers de Khorne vont massacrer les prisonniers, et se massacrer même entre eux, afin de faire couler le sang pour alimenter un rituel qui a servi à corrompre des portes de royaume pour permettre le passage de légions de sang, car on sait que tout sang versé et tout crâne rapporté pour Khorne ne fait qu'augmenter sa puissance. Donc même si vous travaillez pour lui, il en a strictement rien à faire, le fait que vous mouriez va augmenter sa force tout de même. Voilà. Donc le résultat de toutes ces batailles furent les suivants, ce sont les démons qui l'emportèrent. Alost a littéralement été dévasté, les cités portuaires assiégées et souillées de viscères. Morsend, le grand mur des sagas, fut détruit et les scribes qui vivaient là, furent exterminés également. Alors un problème qui fut de taille dans cette bataille, qui permit notamment l'écrasante victoire des démons, ce sont les lames que les troupes de Khorne utilisèrent.
Des lames qui furent forgées pas n'importe où, dans la citadelle d'Airain même, donc qui est le fief de Khorne dans les royaumes du chaos, donc dans les plans démoniques. Donc ce ne sont pas des lames ordinaires, on apprend, car elles ont une particularité magique, et celle d'empêcher les braves et fiers guerriers tombés au combat de renaître à l'aube. Et même pire, grâce à ces lames, les démons peuvent trancher le crâne immatériel de ces guerriers héroïques pour les offrir à Khorne et renforcer la puissance de leur maître. Donc dans les temples d'Alost, les fidèles vont prier Sigmar afin que celui-ci leur vienne en aide. Mais malheureusement pour eux, les troupes de tous les dieux du chaos combinés étant tellement nombreuses et puissantes que Sigmar ne peut pas répondre à cet appel car il combattait déjà sur d'autres fronts. Cependant, dans le camp de la non-vie, Nagash n'a pas dit son dernier mot. Eh oui, il est présent et on n'en a pas encore parlé. Nagash qui va en premier fulminer du comportement de Sigmar sur Alost. Alors non pas le fait que Sigmar ne soit pas intervenu pour aider au temple d'Alost les fidèles, ça Nagash n'en a strictement rien à faire, ce n'est pas du tout ses troupes, mais plutôt la manière dont Sigmar est intervenu en Alost. Et oui, Sigmar a osé, je dis bien pour Nagash, c'est dans sa vision des choses, c'est ça, il a osé s'allier aux habitants spectraux des sous-mondes. Et ça s'est très bien passé comme on l'a vu, puisque sur les 144 chefs seulement 12 étaient opposés dans le vote contre Sigmar. Mais faute impardonnable de Sigmar aux yeux de Nagash, Sigmar envoyait aux habitants de ces lieux, en agissant de cette manière, un message d'espoir, que l'alliance est possible, et qu'elle existe puisqu'elle a été réalisée. Et ça, Nagash, disons-le clairement, ne le supporte pas, puisqu'il exigeait des habitants morts ou vivants d'Alost, et de tous les sous-mondes, simplement une soumission complète. Cependant, on connaît Nagash, loin d'être déstabilisé puisqu'il a l'éternité pour apprendre, il va profiter de l'arrivée du chaos sur ces terres pour soumettre l'ensemble d'Alost à son pouvoir. Donc il va se servir de cette invasion, qui logiquement on peut penser quand on envahit on est déstabilisé, et bien lui pas du tout, il va avoir un plan pour retourner tout ça. Et ce plan, en premier lieu, il va ordonner à des vampires Soulblight, donc en français c'est les vampires Ruinman, on trouve le nom dans le Battle Tome, ainsi qu'à des nécromants de lever une très grande armée pour préparer la contre-attaque. On va alors voir une immense armée de cadavres ralentir la progression de l'ennemi au fjord du courage. D'innombrables terrorgeists se rassemblent aux montagnes de Mordravn et leurs hurlements déchirèrent les âmes des guerriers de Khorne à des kilomètres à la ronde. À partir de ce moment, Nagash va se mettre à réfléchir à d'autres moyens de conquête que ceux qu'il a déjà employés, car il voit bien que, certes, ça ralentit l'ennemi, mais c'est loin d'être suffisant. Il va alors penser à l'ossuaire infini. C'est un vaste désert composé de squelettes de léviathans morts, ce qui tombe très bien pour le grand nécromancien, car ses cohortes d'ossiarques sont déjà sur place et prêtes à envahir Alost. Cependant, point compliqué pour Nagash, à chaque fois qu'il remporte une victoire, eh bien, il perd 2 batailles. Ça ne va pas l'aider dans la réalisation de son plan, mais nous verrons plus tard, dans la deuxième partie de la vidéo, sur le chapitre notamment de la Nordyrie, qu'il va trouver une solution à ses problèmes. Et, comme d'habitude, pour le plus grand malheur des autres. Comme c'est souvent le cas. D'ailleurs, dès que Nagash trouve une solution, on sait que ça part. C'est jamais très bon pour les autres. Donc voilà. Donc, outre Sigmar et Nagash, les habitants d'Alost avaient bon espoir que pendant les premières années du chaos, de l'âge du chaos, ils pourraient éventuellement reprendre la main et remporter la victoire. Mais l'âge du chaos, comme on peut s'en douter avec un tel nom, est une époque de réussite pour les démons et leurs sombres projets. Un fait notable par exemple de cette époque, donc de l'âge du chaos dans le sous-monde de Shaish, à Alost et au Nordyrie, quand Archaon, l'élu des dieux, donc dieu du chaos bien sûr, va forcer le grand nécromancien, Nagash lui-même, à partir de la terre d'Alost. Beaucoup de ports de royaume vont être abandonnés à partir de ce moment. Et Archaon va forcer Nagash
encore une fois, à abandonner sa forteresse de Kartok, qui reste inachevée, et la garnison d'Ossiark qu'il avait préparée attend toujours les ordres et ne part pas au combat. Et même Sigmar va devoir s'en aller d'Alost et retourner en Azyr, dans ses terres, après toutes ses défaites. Alors, malgré que Sigmar et Nagash bâtirent en retrait, il y a les êtres qui vivent sur Alost, la terre des héros défunts qui, eux, vont continuer le combat comme ils le peuvent, ce qui souligne encore une fois leur bravoure. Donc ils combattent quasiment à 1 contre 100, ce qui est exceptionnel. Et de la bravoure, il va en falloir, car le chaos ne va pas être la seule menace. Dans une crevasse que l'on appelle la déchirure, par la porte-gueule vont déferler des hordes de peaux vertes et d'Orgor qui viennent envahir Alost. Victoire pour les peaux vertes et Orgor, puisqu'on apprend qu'ils vont aller de partout sur le continent d'Alost, qu'ils vont se mettre à la recherche des héros de Gour pour les tuer à nouveau. Qu'ils vont raser un tas de cités, et on apprend à ce moment-là que les Frostlords, les seigneurs du gel, les seigneurs du givre, vont faire des lieux du hall du festin de Alost, qu'on l'a vu plus tôt donc. C'était le hall que les guerriers donc héroïques morts d'Alost utilisaient pour festoyer après leur bataille. Eh bien, les Frostlords, les seigneurs du gel, vont faire de ce hall autrefois un lieu d'honneur, un lieu de sacrifice, puisqu'on apprend qu'il est question d'un lieu désormais, d'un lieu de libation. Et la libation, c'est un rituel religieux tout simplement qui consiste en la présence d'une boisson en offrande à un dieu. Et cet acte, on peut s'en douter, cet acte se fait en général soit en versant le liquide, donc sur le sol consacré, soit donc tout simplement la divinité en question, soit sur un autel, on va dire, qui sert de connexion avec tout ça. Et pour les seigneurs du gel et du givre, eh bien comme les peaux vertes, tout comme le chaos, ces libations ne vont pas se faire, on se doute, avec du miel ou une offrande de lait, hein, c'est pas le cookie, Père Noël, on laisse les cookies et le lait, pas du tout, c'est plutôt une offrande de chair et de sang. Donc ce qui est de suite bien moins drôle. Et afin d'asseoir cette domination, le Tarkan, un mange-guerre de la tribu du Point Viandard, va s'établir dans les montagnes Madgar. Donc suite à cette installation, des rumeurs prétendent qu'il y a d'immenses gargants qui ravagent les régions les plus accessibles d'Alost. Des personnes y ont été envoyées pour enquêter, mais les dites personnes, sans grande surprise, ne sont jamais revenues donc de l'expédition. Il a donc à parier que quand personne n'en revient, ce n'est pas uniquement une rumeur. Alors, suite à tous ces faits, Alost est littéralement écartelé suite à ces invasions et ces guerres. Le chaos, encore une fois, essaye de faire toujours basculer dans ce sous-monde, dans la damnation, et on pourrait se dire que les jeux sont faits. Eh bien non, car après tous ces siècles écoulés, une personne va faire un retour inattendu. Il s'agit de Sigmar, qui va intervenir très peu de temps avant la victoire totale du chaos. Donc empêchant cette dernière, et en plus il n'est pas revenu seul. Il est accompagné d'hostes légendaires. Car si, sur la terre de Shaish, même si les peaux vertes et même si les Orgors sont venus, c'est quand même le chaos qui va arriver à faire basculer totalement et à voir les terres, ce sous-monde de Shaish, donc ces terres-là, sous son emprise totale. Donc c'est l'époque où les cieux et la tempête reviennent, donc les attributs de Sigmar. Alors en premier lieu, les Stormcast Eternals, les guerriers de la tempête céleste, vont tenir tête aux légions du chaos sur d'innombrables fronts. À Alost, on va surtout trouver l'intervention des Astral Templars et les Anvils of the Elden Hammer, donc qui sont les enclumes du marteau d'Elden, reprendre la porte assermentée au cœur même du sous-monde. Ils vont également repousser les innombrables hordes de cornes et détruire par la même occasion l'édifice des 8 murailles concentriques qui étaient érigées autour d'Alost. Les os de la tempête, donc toute unité confondue, vont ensuite faire route vers les montagnes de Mordravn pour purger et rayer de la carte les créatures monstrueuses et démoniaques qui s'y trouvent. Alors que les os de la tempête font route vers les lieux à libérer, la nouvelle de leur retour se répand, et nombre des guerriers morts et vivants d'Alost, qui avaient survécu à l'âge du chaos, vinrent à leur rencontre tout simplement pour leur apporter leur aide.
les rangs des os de la tempête grossirent davantage, ce qui a eu pour résultat l'annihilation totale des bêtes de la grande ruée de l'échine noueuse. Donc ça va, pas trop long comme nom. Et donc ainsi, ils reprirent le hall des festins de Gordheim. Alors, histoire intéressante, mais tragique également, dont on peut parler suite à cet événement, qui va provoquer des ressentis des esprits héroïques envers Sigmar. Lors de la reprise du hall des festins de Gordheim, comme c'est la coutume pour les guerriers morts d'Alost, ils vont organiser un banquet afin de fêter leur exploit. Vont alors s'échanger récits mémorables, aventures épiques et souvenirs guerriers de la part des guerriers morts, notamment des histoires sur les tribus des glaces de Gour. Les Astral Templars vont recevoir l'approbation des guerriers morts quand ils expliquent que eux aussi provenaient de Gour, tout comme eux. Mais un froid glacial va se manifester pour les Envils of the Eldenhammer, les enclumes du marteau d'Elden, et particulièrement envers Sigmar. Lorsqu'ils vont raconter leur histoire, car les âmes que compose cet host sont les âmes héroïques des guerriers que Sigmar a métamorphosés pour les emmener à Azyr, dans le royaume de Sigmar. Il les a donc en quelque sorte enlevés, ces guerriers qui à la base étaient des guerriers d'Alost, il les a enlevés, alors par nécessité, pour forger une armée, et le fait qu'il ait métamorphosé les âmes originaires d'Alost ne va pas du tout plaire aux morts. Les guerriers héroïques d'Alost vont alors ressentir de l'amertume, certains vont se sentir trahis et ressentir de la colère. Car en faisant ainsi, Sigmar avait enlevé les plus grands guerriers des esprits d'Alost avant de prendre la fuite, et que même si désormais il est de retour des siècles plus tard, les temps furent très durs pour les esprits d'Alost comme pour les vivants pendant l'âge du chaos. Et Sigmar n'ayant rien demandé à personne, et il essuie dans cette anecdote la colère des esprits. Donc certains vont lui faire défection pour rejoindre un autre individu. Donc pour en revenir à la progression des territoires, Sigmar et ses troupes ne sont pas les seuls à être revenus. Dans d'autres lieux, c'est le retour de Nagash qui est efficace, puisque lui aussi parvient à repousser le chaos. Lorsqu'il perdit face à Archaon, il y a des siècles de cela, au début de l'âge du chaos, Nagash va en tirer, comme toujours, les leçons des événements du passé, et va prendre le temps, pendant plusieurs siècles, de se constituer une gigantesque armée, afin d'être sûr d'obtenir la victoire lors de son retour. Alors son retour s'effectue par la porte sans étoile, donc il y a de nombreuses portes de royaume dans le sous-monde de Shaish, et lorsqu'il arrive de nouveau dans ce sous-monde de Shaish, un raz-de-marée de magie de la mort va déferler sans limite. Ce qui aura pour effet à Alost de voir sortir des légions entières de morts vivants de leur tombe, et les âmes héroïques qui ont été asservies par Nagash vont submerger leur adversaire. Mais ce n'est pas tout. Le grand nécromancien a également fait venir une armée, et pas n'importe laquelle. Une armée redoutable, puisqu'il s'agit des légions d'Ossiark, conduits par Katakros en personne. Katakros, demi-dieu de la guerre, qui dans la mort n'a rien perdu de ses facultés, puisqu'il est un génie militaire et un commandant hors pair, et c'est pour cela qu'aux yeux de Nagash, il est le général idéal. Alors Nagash, en lançant ses troupes à l'assaut depuis l'ossuaire infini et du sous-monde de Praetoria, à l'est, va encercler Alost. Les Ossiarques vont alors prélever ce qu'on appelle la dîme d'os. Donc la dîme d'os comme un os. La dîme comme l'ancien impôt sur les récoltes depuis l'Antiquité, donc prélevé par l'Église. Mais nous sommes dans Warhammer Age of Sigmar et il ne s'agit pas de payer avec des pièces. Cette dîme d'os est tout simplement le prélèvement des os des personnes décédées afin de venir tout simplement grossir l'armée des Ossiarques. Et lorsque cette armée se reproche de la ville des vivants, comme par exemple la métropole de Vadheim, ce sera le même procédé de dîme qui sera mis en place. Et si les vivants, faut pas oublier que c'est Nagash, si les vivants refusent de donner les os de leurs morts, eh bien ils seront massacrés. Mais s'ils acceptent, Nagash veut donner l'impression qu'ils seront saufs,
afin d'asservir les morts comme les vivants. Donc voilà encore un jeu perfide de Nagash, il ne change pas. Donc voilà donc comment a été stoppée la progression du chaos. Le chaos, il faut le dire, n'était qu'à 2 doigts, littéralement, de conquérir Alost. Et si Sigmar ou Nagash ne seraient pas revenus, ce sous-monde de Shyish serait tombé entre les mains du chaos. Mais ne l'oublions pas, le chaos n'est que temporairement repoussé et n'est pas définitivement vaincu. Cependant, après des siècles de guerre, le paysage d'Alost ne sera plus jamais le même. Le passage du chaos a eu pour effet de ravager les terres occidentales, autrefois verdoyantes, d'Alost. Et ce lieu est désormais appelé l'horizon des froids. Car on peut désormais entendre de sombres prières et de sanglants rituels pour permettre de nouveau l'invocation de démons. Le passage du chaos a aussi laissé de grosses séquelles dans l'ensemble du sous-monde, puisqu'on est passé de la peste au choléra, littéralement, comme le dit l'expression. Les colonies qui ont été libérées du chaos ont été attaquées par des hordes de peau verte, d'où l'expression passer de la peste au choléra. Les Ogors ont eux aussi repris le sentier de la guerre, en même temps que le pacte entre le Mangert Tarkan et les Ossiarques de Kartok furent rompus. Vokmortian, donc, qui est le maître de la dîme d'os, donc des Ossiarques, fut envoyé par Nagash pour menacer les 2 races, peau verte comme Ogor, de destruction et d'être à jamais lié à lui dans la non-vie s'il dégage pas rapidement des territoires. Mais il y a aussi de nombreux affrontements entre les héros spectraux, notamment ceux qui restèrent loyaux à Sigmar, en soutenant le fait qu'il soit revenu pour les aider, mais d'autres considèrent que Sigmar a privé Alost de ses meilleurs guerriers en les emmenant à Azir à un moment crucial, sans demander l'avis du conseil des 144 chefs. Et pour finir ce chapitre sur Alost, donc qui est en définitive la Terre des Morts, est à ce jour continuellement déchirée par la guerre. Mais si certaines choses ont changé et ne reviendront peut-être jamais à la normale, certains des esprits héroïques qui y voient un retour à la gloire d'antan, avant l'âge du chaos, où ils pouvaient combattre et en cas de défaite, renaître le matin suivant. Voilà donc ce qu'on peut dire pour l'univers d'Alost dans cette vidéo. Il y a plein de points qu'on aurait pu aborder, encore là plein de détails, mais le but c'est pas de faire 4 heures sur le sujet. Donc c'est surtout pour vous présenter les faits de manière générale. Et nous n'en avons d'ailleurs pas fini, car pendant la guerre qui eut lieu à Alost, et plus généralement dans le sous-monde de Shyish, il y a un endroit dont nous n'avons pas encore parlé, et il s'agit du chapitre 2 de cette vidéo, le Nordyri. Alors, ne faites pas la même erreur que moi. Au début, je disais la Nordyri. Je ne sais absolument pas pourquoi, pour moi, c'était tout à fait normal de dire la Nordyri, et même en lisant le texte, je disais la Nordyri, alors que pas du tout. C'est le Nordyri. Donc voilà, pour respecter l'univers, dans ma tête, je dis toujours la Nordyri, ça sonne mieux. Mais bon, pour le coup, je suis pas un exemple. Pour la vidéo, on va dire le Nordyri, le but, c'est quand même de respecter l'univers. Alors, le Nordyri, c'est très particulier, et on va voir pourquoi. Premièrement, comme beaucoup de contrées dans le sous-monde, son aspect actuel est, lui aussi, bien différent de son aspect passé. Autrefois, une vallée verdoyante, située dans les contreforts du pic funeste, on situe le Nordyri au nord de l'ossuaire infini, donc là où Nagash possède un désert de squelettes de Léviathan. Et les habitants du Nordyri, de leur vivant, étaient des individus loyaux envers leur maître, une loyauté qui allait loin puisque même dans les batailles où la victoire était impossible, ils préféraient mourir sur le champ de bataille plutôt que de subir le déshonneur, donc un peu à la manière des samouraïs. Donc cependant, ils souhaitaient trouver du répit dans l'après-vie, et leur comportement changea sur certains points. Considérant qu'ils avaient fait la part de leur vivant, donc de manière sincère en plus, dans l'après-vie, ils ne souhaitaient plus servir personne. Et c'est la route suivie, la différence entre Alost et le Nordyri. Le Nordyri considère que la justesse est dans le fait que de leur vivant, hommes comme femmes, ont combattu ensemble, sont morts ensemble et renaissent ensemble, et que dans la mort, ils n'ont plus besoin de servir personne.
Alors ils ne sont pas devenus mauvais ou quoi que ce soit, mais seulement le concept de chef ne leur va plus du tout. C'est pour cela que les esprits guerriers du Nordiri considèrent les guerriers d'Alost certes comme des êtres héroïques, mais finalement serviles dans la mort, puisqu'ils suivent un des 144 chefs. Donc anecdote en rapport à cela également, il a raconté que seuls les individus libres et sans maître peuvent pénétrer dans le Nordiri. Si c'est le cas inverse, la personne en question sera engloutie par les prairies alentour. Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur ce point-là, mais c'est ce que raconte la légende. Donc l'organisation dans le Nordiri est très particulière, puisqu'il n'y a pas de loi à proprement parler. Il est plutôt question que chaque individu, de par ses qualités personnelles, de courage et d'indépendance, sache faire ce qui est juste. Alors lorsque Sigmar rencontra et défia les 144 chefs du sous-monde, eh bien parmi ces 144, il y avait un émissaire, et non pas un chef, puisqu'ils n'en ont pas, l'émissaire du Nordiri qui avait été désigné pour aller voir de quoi il en retournait. Il est dit aussi que l'émissaire fut de ceux qui reconnurent en Sigmar un grand guerrier après avoir défié les chefs un par un, mais il fit partie donc des chefs qui s'opposèrent dans le vote contre l'installation des mortels dans les sous-mondes de Shyish. Donc même si les colons vivants ont pu habiter sur la terre d'Alost, par nécessité, à cause de la guerre, donc on l'a vu contre le chaos, donc en première partie, mais aucun n'a jamais mis le pied en Nordiri, car il n'en avait tout simplement pas le droit. Donc comme c'était le cas au début dans les terres d'Alost, mais avec le vote des chefs qui votaient positivement, on l'a vu que ça a été accepté, et on a vu que dans les 12 chefs réfractaires, donc il y avait un émissaire du Nordiri qui n'était pas un chef, donc ça faisait 11 chefs et un émissaire, mais considéré comme un chef, donc voilà qui avait voté tout simplement contre. Et donc, chose étrange de l'histoire, comme le Nordiri n'a pas besoin de structure hiérarchique, ou le besoin de se regrouper, ils vivent relativement séparés. Ils peuvent se réunir, mais ils sont relativement séparés. Ce qui donnera donc comme résultat que lorsque les hordes barbares du chaos vont attaquer le sous-monde, eh bien le fait qu'aucun village n'existe en Nordiri, les habitants du Nordiri ne subiront pas d'envahissement de leur territoire par le chaos. En revanche, lorsque les armées du buveur de sang Kaskan descendaient du pic funeste, eh bien les esprits guerriers du Nordiri souhaitent s'opposer à l'armée du chaos. Mais revers de la médaille, en l'absence de structure hiérarchique, personne n'était prêt à prendre la décision de l'attaque, et donc à assumer en quelque sorte une posture de chef. Donc ce qui donna pour résultat que la bataille, tout simplement, n'eut pas lieu, malgré l'héroïsme des guerriers et guerrières du Nordiri. Et un individu a assisté à la scène, et lui il n'est pas du Nordiri. Et ce qu'il vient de voir l'arrange fortement. Il s'agit de Nagash, encore et toujours. Il faut l'attendre, il est au coin. Voilà, après l'épingle, il est juste là caché derrière à attendre. Alors le grand nécromancien a toujours convoité les terres du Nordiri depuis très longtemps, et il a vu dans l'hésitation des guerriers donc une occasion de les soumettre. Il a longtemps attendu qu'un événement de ce type arrive, que le doute s'installe dans l'esprit des fiers guerriers pour mettre son plan à exécution. Et Nagash pour cela va faire un voyage jusqu'à la montagne Noircie, que l'on connaît sous le nom du mont Moelle, donc comme la moelle épinière, c'est une moelle. Et donc il va conduire un rituel de sacrifice, pas moins d'1 millier de prisonniers. Les âmes de tous ces êtres vont être arrachées de leur corps et vont servir à alimenter un sortilège très puissant, ayant pour but d'asservir tous les guerriers et guerrières du Nordiri. Comme ils avaient toujours refusé de servir un maître dans la mort, Nagash souhaite en faire des esclaves, les condamnant à racheter leur liberté en payant un prix en âme, celle des êtres qu'ils et elles tueraient sur le champ de bataille pour Nagash. Donc c'est à partir de ce sortilège impie lancé par le grand nécromancien que la faune et la flore de Nordiri vont être transformées à tout jamais. Il n'est plus question de belles vallées verdoyantes, tout cela fut remplacé par un cratère sinistre, les prairies sont désormais desséchées et les bosquets flétris. Donc, à partir de ce jour, le Nordiri fut une terre désolée. On va alors trouver au nord de ces terres les plaines de chair et de sang, et au sud,
l'ossuaire infini. Donc 2 endroits qui sont désormais complètement saturés d'énergie chaotique depuis le passage du buveur de sang Kaskan. Ce ne sont plus donc des terres fertiles, mais bien des lieux de cauchemar, où l'on trouve de nombreux geysers crachant des flots de sang en continu et des pieux en bronze. Alors l'histoire raconte que même si Kaskan fut vaincu, eh bien son ombre hanterait toujours les terres du Nordiri, et qu'il serait possible d'invoquer le buveur de sang par des actes de violence et de sacrifices innommables. Alors pour continuer dans la lancée des endroits très dangereux suite à ces batailles, on a aussi cité à plusieurs reprises le nom de l'ossuaire infini, donc qui est un lieu décrit comme plus dangereux, encore plus dangereux pour les vivants. C'est un lieu saturé d'énergie améthyste à cause des monstres gigantesques qui parcouraient au temps jadis les terres d'Alost. Et c'est aussi à cet endroit, donc la raison principale, que l'on trouve la nécropole de Kartok, qui est la forteresse principale des Ossiarques dans ce sous-monde. Donc forteresse qui sert aussi aux légions de Nagashizar à lancer des attaques, puisqu'elles lancent des attaques depuis ce lieu sur l'ensemble d'Alost. Donc les Ossiarques vont continuer à travailler sans relâche pour l'installation d'autres nécropoles, comme celle de Niazar au sud et Myrmide sur la côte est. Mais ce n'est pas tout. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais il y a encore des choses à dire. Lors du terrible événement du nécroséisme de Shaish, les basses terres du Nordiri se sont complètement effondrées. Et là, stupeur, un secret terrible qui était enfoui dans les entrailles de la terre va être révélé. Une porte de royaume fut découverte qui menait d'Alost à ce qu'on appelle la Grande Oubliette. La Grande Oubliette, c'est un sous-monde caverneux où un nombre incalculable d'âmes a donc se retenu prisonnière par Nagash. Ce portail avait été caché, c'est là donc ce qui exprime aussi la perfidie et la sournoiserie de Nagash. Là où le chaos est souvent très bourrin, Nagash a ce côté un petit peu plus sournois et subtil. Donc il avait caché donc la Grande Oubliette, qui est un sous-monde caverneux. Donc ce portail caché avait pour but d'aspirer les êtres morts-vivants de la vallée qui osaient se soumettre à la volonté d'un autre individu dans le Nordiri. Le nécroséisme a également relancé les énergies latentes et endormies du mont Moal. Alors clairement c'est décrit comme un lieu qu'il vaut mieux éviter, car les êtres imprudents qui osent s'approcher subiront l'essence même du chagrin qui émane de la montagne. Donc il y a une espèce d'essence comme ça qui rôde dans cette montagne, et tous les individus qui s'en approchent subissent donc tristesse et désespoir, l'essence même de la tristesse et du désespoir. Donc on voit que c'est quelque chose qui est quand même très puissant. Donc on dit que les esprits qui pénètrent en ces lieux ne sont plus que des coquilles vides, et on les voit littéralement dériver, ils n'ont plus de raison d'exister. Donc ils perdent toute envie de vivre, ils sont attirés lentement vers la porte de royaume, la Grande Oubliette. Donc ils prennent pour le Nordiri verdoyant d'autrefois. Donc voilà également encore d'autres secrets dangereux qui existent dans le Nordiri. Donc pour conclure, le Nordiri c'est une terre funeste, où le sentiment de désespoir accompagne chaque être qui pénètre en ces lieux. Certains êtres tentent d'empêcher que les êtres dérivent à la Grande Oubliette et souhaitent prendre le contrôle de la porte du royaume pour la refermer. D'autres viennent encore au Mont Moal pour y célébrer de sombres rituels magiques. C'est une terre avec un passé et un présent très lourd, mais peut-être, le Nordiri comme Alost, peut-être un jour, dans des temps plus propices, redeviendront des terres plus fertiles. Voilà, donc on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Désormais, Alost et le Nordiri n'auront plus de secrets pour vous, du moins je l'espère. Et en tout cas, ce fut un plaisir encore une fois que de vous présenter ces faits-là. Je me suis vraiment bien amusé, j'essaie de pas trop perdre mes notes pendant la vidéo quand même, de pas perdre le fil, parce que c'est pas évident l'air de rien. Mais j'espère que cette vidéo, pour vous, que vous connaissiez l'univers de Warhammer ou pas, vous a appris encore de nouvelles choses. Et je vous dis à très bientôt d'ici là, donc pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'aller dans l'onglet communauté, donc, et de participer au sondage pour voir quel est le prochain univers qu'on va aborder. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo avec moi, et je vous dis à très bientôt. Salut!